Et nous partons maintenant comme promis pour l'Oise, visiter Compiègne. C'est une ville de 40 000 habitants. Nous découvrirons son célèbre château dont la construction a commencé en 1751. Nous parcourrons aussi la forêt de chênes et de hêtres qui entoure la ville sur un diamètre de plus de 15 km. Alors entrons tout de suite dans cette ville d'histoire, moins célèbre que Versailles ou Fontainebleau. Elle fut pourtant le lieu de résidence des rois et des empereurs jusqu'à Napoléon III. Mais Compiègne aujourd'hui est aussi tournée vers l'avenir grâce à son université centrée sur les nouvelles technologies. Mathieu Dupont et Alain Simonet nous y emmènent. Plongé dans le Second Empire au musée des figurines de Compiègne. C'est le temps où Napoléon III et l'impératrice Eugénie convient toute la bonne société parisienne au château. Les aristocrates, les savants, les artistes se mêlent pour divertir leur souverain. Donc les invités étaient logés dans ce palais où il y avait une centaine d'appartements. On y va. Le conservateur a sorti ses clés pour une visite unique. Là, vous passez par un escalier où personne ne passait sauf les domestiques. Donc, top secret. Donc l'appartement était composé de 2-3 pièces, plus une pièce pour le domestique. En fonction de son rang social, on était à un étage plus ou moins élevé et on avait une vue sur le parc. Les plus chanceux. Les plus chanceux. Et le pot de chambre était compris. Le château de Compiègne, ce sont des kilomètres de couloirs. On monte, on descend et parfois même on traverse les murs. La porte trompe-l'œil. La porte trompe-l'œil qui ouvre sur l'appartement de l'impératrice. Et dans ce salon de thé, des personnalités triées sur le volet partagent l'intimité d'Eugénie. L'impératrice aimait à faire tourner les tables, aimait les charades, les ombres chinoises et faisait partager cela à ses invités. Une intimité toute relative, une fois les portes fermées, d'étranges hublots permettaient de tout voir et de tout savoir. Donc avec beaucoup de pièces. Il est bien difficile au palais de tout montrer. Il y a près de 1000 pièces, Ou à l'empereur. mais le conservateur du château insiste. Pas question de passer à côté de sa petite merveille. Donc là, vous avez la voiture salon de l'empereur qu'il utilisait depuis la gare du Nord pour venir à Compiègne. Donc c'était un train spécial. Il est resté dans son état, dans l'état que l'empereur a connu, avec ce capitonnage de soie verte rehaussé de rouge. Au pied du palais, comme à Versailles ou à Fontainebleau, la ville de Compiègne fut un lieu de pouvoir, où l'histoire est à chaque coin de rue. L'image furtive d'une autre époque rappelle que derrière les murs et les portails, on peut entrevoir les énormes maisons construites par les aristocrates au XIXe siècle. À l'époque des rois de France, c'est une ville d'aristocrates où l'on vit entre aristocrates, où l'on se reçoit, où l'on chasse ensemble, on chasse à court, on va se divertir. Mais aujourd'hui, beaucoup de maisons sont reconverties, comme cette réplique du petit Trianon divisé en 6 appartements, où l'on garde une trace des anciens propriétaires. Et donc ce sont donc les Rohan Chabot, donc en tenue d'apparat. Le salon, donc on voit un peu les plafonds arrondis. C'était la chambre de la comtesse, ici. Un peu plus loin, on tend l'oreille. Le théâtre impérial est en pleine répétition. Un théâtre unique en son genre. Ce théâtre est inachevé, il a été inachevé, arrêté en 1870 avec la guerre de Sedan. Et il manque donc tout le décor qui devait orner le plafond et tous les lustres qui n'ont pas pu être posés. Entièrement en bois, ici ni dorure ni miroir, et pas question de changer. On s'est aperçu qu'en laissant en l'état, on avait une acoustique qui faisait partie des meilleures au monde. Sortir du passé pour rentrer dans l'avenir, c'est un des paris de Compiègne. À l'université technologique, 5000 étudiants et jeunes chercheurs travaillent sur des projets d'avenir en liaison avec les entreprises. On est dans une ville d'histoire, c'est très important, mais voilà, il ne faut pas se reposer que sur cette histoire. On veut aussi se projeter dans un avenir qui deviendra un jour une histoire aussi. Et l'histoire retiendra peut-être ce petit labo comme le lieu d'une étrange expérience. On fait de la poudre d'eau.
C'est nouveau? C'est nouveau. C'est un produit qui contient beaucoup d'eau, mais qui a l'apparence d'une poudre sèche. Une des principales applications, c'est le transport de l'eau sous forme de solide. Du haut de son château, en regardant la pluie tomber sur sa forêt, voilà bien une découverte auquel l'empereur n'aurait jamais songé. Dans la presse quotidienne régionale à présent, eh bien, la une du Courrier Picard est consacrée ce matin à une drôle de bavure policière, puisqu'il semblerait que les forces de l'ordre, vous allez voir sur cette photo, aient cru saisir 18 kilos d'héroïne, saisir au corps, alors qu'il ne s'agissait que de paracétamol, peut-être cette poudre blanche qu'on a aperçue tout à l'heure. Alors je vous propose maintenant de pénétrer dans la célèbre forêt de Compiègne, l'une des plus grandes forêts domaniales de France. C'était le territoire de chasse favori des souverains. Nous allons d'ailleurs suivre les chasseurs à courre et vous permettre d'apprécier de magnifiques images grâce à un tournage en ULM d'Hélène Massiot, Jean-Philippe Eckett et Loris Freeman. Quelque part au milieu des arbres, pour les adeptes de la chasse à courre, le rendez-vous est matinal. En prenant le chemin de la Loge Lambert, et là sur ce chemin-ci, je pense avoir connaissance de plusieurs cerfs. Alain Drache est le maître de cet équipage créé il y a 50 ans par sa mère, la baronne Monique de Rothschild. Une quarantaine de cavaliers et autant de chiens, des chiens qui sont en fait les seuls à chasser. Le principe, c'est de trouver un animal et que tous les chiens chassent cet animal-là. C'est d'amener l'animal au bout de ses forces pour qu'il s'arrête. Donc la vénerie, c'est purement les chiens. Ils ont génétiquement des origines de loups et ils chassent donc comme les loups. De septembre à mars, 2 chasses comme celle-ci sont organisées chaque semaine. La chasse à courre en forêt de Compiègne, une tradition séculaire parfois critiquée, mais pour apercevoir le cerf, des dizaines de suiveurs se postent sur les chemins. Des routes aménagées par les rois de France, grands chasseurs pour faciliter leur déplacement et qui modèlent encore la forêt de nos jours. En prenant de la hauteur, actuellement on est à 500 mètres maintenant. À bord d'un ULM, ce découpage de la forêt est visible. Son immensité aussi, près de 15 000 hectares. Sur notre gauche, on a la forêt de Compiègne, donc 3e forêt domaniale de France, environ la superficie de la ville de Paris. Retour au sol, avec l'Office national des forêts. Sans intervention humaine, le massif, propriété de l'État, deviendrait anarchique. Donc là, vous le déroulez, vous le rattachez dessus et vous... Chaque année, l'Office installe donc des barrières pour protéger certaines zones du gibier, entretient les mares, coupe, mais aussi replante. Combien là? Ouais, au niveau des percements, ça va. 100 000 arbres environ. Ce jour-là, ce sont des petits chênes, l'une des essences très présentes ici. C'est une forêt essentiellement de feuillus. Le massif de Compiègne a cette particularité d'être essentiellement issu de plantations, de reboisements, des grands reboisements qui datent de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. 80% des arbres ont donc été plantés par la main de l'homme. Certains ont traversé les siècles comme ce chêne, 8 fois centenaire. On le donne pour 750 ans, mais depuis le temps qu'on le donne pour 750 ans, il doit en avoir 800. C'est quand même un bel âge et c'est un arbre vénérable. Un arbre remarquable qui a vu passer des générations de forestiers, mais aussi des heures sombres de notre histoire. 21 juin 1940, la veille de la signature de l'armistice avec la France, c'est par cette allée qu'Adolf Hitler est arrivé dans la clairière de Rotonde, la même où avait été signé l'armistice de 1918. Hitler voulait ainsi assouvir son esprit de revanche. Donc il avait donné les ordres pour que le wagon soit sorti de la brique et là-bas. Il l'avait fait installer là, et quand il est arrivé le 21 juin, en début d'après-midi, il s'est installé dans le wagon. Détruite en 1945, la clairière a été restaurée. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire, visité chaque année par 30 000 enfants comme ses élèves de CM2. Dans le musée, le fameux wagon est exposé, une réplique, car le vrai, à lui, était brûlé. À l'intérieur, en revanche, tous les objets sont d'origine. Alors ici, le fauteuil du maréchal Foch, et personne ne s'assoit jamais sur ce fauteuil, sauf Hitler qui s'est assis exactement à cet endroit-là. Plus de 70 ans après, c'est une autre histoire. La forêt est désormais une vaste aire de jeu pour les randonneurs et surtout pour les vététistes. Il a aussi bien trouvé du plat, donc pour faire des grandes randonnées, je dirais familiales, que du terrain technique.
Vous perdez des fois? En forêt de Compiègne, non, rarement. Avec les indications qu'on a sur la forêt, il n'y a pas de souci. Les indications sur la carte, mais surtout sur les poteaux qui font un peu l'identité de la forêt. Il y en a 302 exactement. Les plus anciens qui ont été installés en forêt de Compiègne, 1827. Des poteaux blancs de 4 mètres de haut, chouchoutés et même parrainés par des bénévoles. Chacun est marqué d'un rectangle rouge qui indique la direction du château. Napoléon III avait donné l'ordre de les peindre pour éviter que sa chère Eugénie ne se perde à nouveau en forêt. Il suffit que l'impératrice se retourne, le carré rouge dans le dos, et elle part vers un léon, et comme ça, elle arrive tout doucement vers le château. Sur le chemin, Eugénie aurait peut-être pu croiser un petit village cerné par les arbres. Saint-Jean-au-Bois, un nom idéal pour cet ancien hameau de bûcherons qui a pourtant été rebaptisé. À la Révolution, vous savez, on a enlevé tous les saints gênaient, et n'ont pas trouvé mieux que la solitude. Et les habitants de la solitude, ce sont les solitaires. Aujourd'hui encore, les habitants sont des solitaires. Et les solitaires ont une fierté. Grâce à une chanson, Mon amant de Saint-Jean, leur village a fait le tour du monde. Une chanson écrite comme son nom l'indique, juste ici, dans cet hôtel. Pour nous, évidemment, c'est une petite gloire. On est content d'avoir cette auberge. C'est là que Émile Carrara a connu son grand amour. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Pour briller encore un peu plus, le massif de Compiègne pourrait recevoir prochainement un label de l'ONF, celui de forêt d'exception. Il ne lui manque que cette distinction. Et puis opposé à Compiègne, voici un autre village qui se situe à Loret-de-la-Forêt, Pierrefonds. La commune est célèbre grâce à son château qui fut entièrement reconstruit en 1857 grâce à l'architecte Viollet-le-Duc. Napoléon III en avait fait son pavillon de chasse et il sert aujourd'hui souvent de décor de cinéma. Une visite signée Mathieu Dupont et Alain Simonet. Bienvenue au château de Pierrefonds. Il a beau faire froid sur le sentier qui mène au château, mais pour ces visiteurs nocturnes, difficile d'imaginer meilleur endroit pour découvrir des robes de marquise, des uniformes de hussards et des comtesses en crinoline. L'attraction ce soir-là, un bal costumé organisé pour une opération caritative. Un peu de rêve jusqu'au bout de la nuit. Mais au réveil, à Pierrefonds, plus de princesse ni de prince charmant, mais posé comme un décor, l'imposant château fort est toujours là. Une immense forteresse, détruite sous Richelieu, reconstruite sous Napoléon III par le célèbre architecte Viollet-le-Duc. À l'intérieur, il y impose un incroyable mélange de styles et d'époques. Une architecture qui surprend, mais qui participe à la magie du lieu. Une magie qui a un prix. Ici, quand la fête est finie, les affaires reprennent. Descendue de sa tour, Stéphanie commercialise tout et surprise. C'est tout vide ici. Oui, la salle des gardes est complètement vide. Ça permet notamment au monument de louer ces espaces pour les locations de mariage. Cette salle peut accueillir 300 personnes. Si vous louez la salle, par exemple, ça va être 4 400 €. Et là, on a le droit de faire du feu? Ah non, non, c'est strictement interdit. Toutes les cheminées du monument sont bouchées. Même pour 4 500 €? Et même pour 4 500 €, on n'a absolument pas le droit. Moins chic, mais moitié moins cher, fêtez votre anniversaire dans les anciennes cuisines. Ce sont des espaces un peu plus petits puisqu'ils font 100 mètres carrés, mais qui peuvent avoir un côté très sympa. Un décor qui a aussi tapé dans l'œil du cinéma. De Jean Marais aux Visiteurs 2, des dizaines de tournages ont eu lieu ici. Michel en sait quelque chose. Guide au château, il a été figurant dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et j'étais un des gardes royales, donc j'avais une armure, c'était assez pénible, quoi. Et c'est dans cette magnifique salle d'épreuves qu'étaient posés projecteurs et caméras pour juger la pucelle d'Orléans. Toute la foule, les seigneurs, tout ça était là, avec les soldats dont je faisais partie. Et le tribunal se trouvait sur les marches, au pied de la grande cheminée qu'on peut voir là, quoi. On peut modifier quelque chose ici? Alors non, on ne peut rien modifier. On peut tourner dans toutes les pièces qu'on veut, mais on n'a pas le droit de planter un clou, de modifier le décor. Mais Pierrefonds, c'est aussi un village de 2000 habitants
qui vit grâce à son château. Au beau jour, Madame le maire voit défiler des milliers de touristes. D'habitude, il y a la queue sur le trottoir. D'ailleurs, moi, je ne fais jamais mes courses le dimanche. Ou alors, je passe par les coulisses pour avoir mon boudin. Ils viennent pour la charcuterie ou ils viennent pour le château? Je pense qu'ils viennent pour le château. En même temps, ils viennent un peu pour la charcuterie, quoi. La fleuriste de la ville a bien compris la leçon. Alors ici, on ne vend pas que des fleurs, hein? Et non, avec le château, on est obligé de s'adapter. Et donc, on vend des souvenirs, des petites assiettes, des dés sur pierrefonds. Et ici, même le kiosque à journaux s'est mis à l'heure parisienne. Nous avons énormément de Parisiens qui viennent à Pierrefonds les week-ends. Nous sommes qu'à 80 km et donc ils ne sont pas dépaysés avec un kiosque à la parisienne. Aujourd'hui, on se rend à Pierrefonds en voiture car la gare est fermée. Allez voir, c'est fini. Oui, vous avez le quai, là, l'ancien quai de la gare. La gare, c'était au temps où Pierrefonds portait le joli nom de Pierrefonds-les-Bains. Car en 1845, de l'autre côté du lac, on découvre des sources thermales. Elles existent toujours sur le terrain de Richard Delceau, qui nous y conduit non sans difficulté. Ça va? Ouais, très bien. C'est sportif, ouais. Tout est parti de là, ouais. C'est ici qu'on pompe l'eau pour soigner les maladies de peau. Une source laissée à l'abandon au début de la Première Guerre mondiale, et pourtant... Plein de vitamines. C'était le temps de la splendeur du Grand Hôtel des Thermes et de son ancien casino, désormais transformé par Richard en lieu de réception pour futurs mariés sous le charme. Le château de Pierrefonds, c'est connu, c'est beau, c'est magnifique, hein. Donc j'espère être la princesse pour mon mariage. Mais prudence, jeune princesse, si vous retournez au château. Dans les caves, l'angoissante salle des statues peut vous donner quelques sueurs froides. Certains disent que ce château est hanté. On m'a tapoté sur la tête 2 fois alors que j'étais tout seul dans une pièce. Il y a des lumières qui s'allument alors qu'il n'y a personne. Sûrement le fantôme de Pierrefonds. Ici, on l'appelle Hortense et elle pourrait bien vous faire tomber un jour aux oubliettes. Et c'est la fin de ce Zoom sur Compiègne. La semaine prochaine, nous partirons en Rhône-Alpes visiter Bourg-en-Bresse. Alors, vous n'oubliez pas 7 à 8 à 18h, présenté par Harry Roselmack. Je vous retrouverai juste après à 20h, avec notamment le témoignage exclusif du commandant du bateau de croisière qui avait fait naufrage au large de l'Italie, le Costa Concordia. Il nous a accordé une interview. Vous la verrez en intégralité à 20h. Je vous recevrai aussi avec beaucoup de plaisir Jamel Debbouze. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TF1. À tout à l'heure.